Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 6388, l'émission qui fait le tour de la création des jeux de société. Et je suis bien sûr accompagné de mon fidèle co-animateur. Je peux t'appeler comme ça maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Théo Rivière? Écoute, ça me va très bien, c'est joli co-animateur. J'aime bien. On a beaucoup parlé de co-autorat, tu vois, de co-animation, ça marche un peu pareil, c'est pas mal. Bah écoute, partons sur ce terme-là. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, c'est encore je suis à chaque nouvel enregistrement, je suis un peu excité et content qu'on en enregistre un nouveau, donc ça ne baisse pas pour l'instant. Bah, content que ce soit le cas, c'est aussi mon cas. Je suis toujours assez un petit peu en appréhension à chaque nouvel épisode. Je suis assez content de ce qu'on crée au fur et à mesure, et plus je vois les sujets avancer, et plus je suis content d'arriver au prochain sujet en me disant ah putain, je vais avoir des questions là très intéressantes, enfin pour moi en tout cas, et ça m'excite toujours autant. Dans cette 5e émission, c'est qui est une suite directe de l'émission 4 où on était sur la démarche de comment trouver un éditeur une fois que notre proto était fait et qu'on sentait qu'il fallait le présenter. On a fait un gros point sur ça sur l'émission 4. On s'est dit à la fin de l'émission qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, donc on a doublé cette émission. Donc émission 5, on continue le démarchage, comment trouver un éditeur, 2 points suite. On a parlé de pas mal de choses, surtout d'envoi par email, de print and play, d'éventuellement de rencontres sur les festivals, mais d'envoi de vidéos aussi, ce genre de choses. Là, on va se concentrer un peu plus sur la partie festival, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. On commence par les concours de proto, ce que tu avais appelé plus ou moins la protozone la dernière fois. Ouais, tout à fait, ouais, c'est un truc qui est assez intéressant et qui est très développé maintenant. D'accord. Comment ça se passe? Les protozones, ça a été monté il y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'en ai pas entendu parler il y a très longtemps, mais en fait, s'il faut, tu vas me dire, bah, ça existe depuis les années 90, et je le saurais pas. Il y a quelques concours qui sont là depuis vraiment longtemps, notamment celui du club, anciennement le CNJ, le Centre National du Jeu à Boulogne, qui est maintenant le Centre Ludique quelque chose de Boulogne-Billancourt. Et donc le concours existe depuis 1977, par exemple. 77 hein. Tout à fait. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y avait le concours de Boulogne et quelques autres concours qui coexistaient. Maintenant, c'est assez rare de ne pas voir une protozone sur les festivals au moins de moyenne envergure, pour le coup. D'accord. Alors, quand on parle de protozone, est-ce qu'on fait une différence entre les festivals qui organisent des concours pour récompenser des protos, ou comme le off au Fige, où je viens juste présenter un proto et il n'y a rien du tout à part le public qui s'exclame à chaque fois qu'il joue, quoi. On fait la différence là. Ouais, tout à fait. Et là, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui est concours ou zone de présentation des prototypes, mais sur inscription, quoi, où ce n'est pas ouvert à tout le monde et on n'arrive pas avec son proto, on s'installe sur une table, mais plutôt on a envoyé des règles au préalable pour que des gens regardent et nous disent ouais, bien sûr, on te débloque une table à Ludinor ou à Parthenay pour que tu puisses présenter ton proto pendant la totalité du festival. D'accord, donc là on parle d'un truc qui est déjà au moins sur dossier, et sur lequel on est sûr d'avoir une première vague d'acceptation, et en étant organisateur de festival, bah voilà, on va avoir une vague de personnes qui vont partir de côté parce que finalement on sait que ça va pas intéresser le festival, ou que les règles sont pas assez avancées, ou diverses raisons. D'ailleurs, question rapide, est-ce que tu sais, par tout hasard, si on n'est pas accepté sur dossier sur ça, est-ce qu'il y a un retour constructif du pourquoi du comment, ou on dit juste non, c'est pas possible? La plupart du temps, on dit juste non, c'est pas possible. En partie parce que les festivals, ils reçoivent énormément de candidatures et ils ont souvent pas le temps de faire des retours à tout le monde. Je crois que, et on va parler un peu plus en détail du concours de Boulogne-Billancourt parce que c'est un de ceux que j'ai un peu envie de présenter puisque c'est un des plus importants. Eux, je pense qu'ils font plusieurs cuts. D'abord, ils sélectionnent sur lecture de règles et après, ils vont réduire au fur et à mesure de plus en plus le nombre de gens. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils font des retours genre aux 50 derniers ou quelque chose dans le genre. D'accord, donc il y a quand même une volonté d'aider au moins une partie des auteurs en herbe pour ce genre de choses, ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais, tout à fait. Et donc les concours de création et de proto et des protozones, c'est vraiment un bon moyen de montrer son proto aux éditeurs. Parce qu'il y a cette notion de présélection qui est vraiment importante, et ce qui fait que pour un éditeur, se balader sur une protozone, sans se dire que tous les jeux vont être extraordinaires sur une protozone, mais au moins il sait que ils ont été un peu sélectionnés, donc il n'y a pas des jeux vraiment horribles, quoi. On n'aura pas des trucs qui n'ont vraiment aucun rapport avec le milieu. Et c'est l'occasion d'avoir les éditeurs qui sont un peu focus sur le truc.
Typiquement, moi, quand je bossais pour Yellow ou quand je bossais pour RoboProd, je sais qu'à Paris Ludique, qui est une assez chouette protozone, avec un concours pour le coup, je me baladais tous les ans, je faisais mon petit tour, j'allais voir ce qui avait été sélectionné, j'allais éventuellement jouer à 2-3 prototypes, et ça faisait partie de mon planning, quoi. J'avais des rendez-vous auteurs, et j'avais au moins 1 ou 2 heures qui étaient consacrées à allons faire un tour à la protozone pour voir ce qu'il y a et s'il y a des choses qui nous intéressent. D'accord. Donc effectivement, ça écrème quand même pas mal le milieu et ce qu'il y a à présenter. Là encore, on fait une toute petite différence entre les protozones qui sont juste sélectionnés sur dossier et ceux sur lesquels il y a des récompenses. Parce que tu parles par exemple tu signifiais que Paris et Ludique avait effectivement en plus une récompense. Donc j'imagine que ça permet de mettre l'accent, voire la lumière sur 1 ou 2 jeux différents qui ont été récompensés. Quel type de récompense il y a en général? Il y a les 3 meilleurs protos. Est-ce qu'il y a les protos les plus farfelus? Est-ce qu'il y a les protos? Enfin, est-ce qu'il y a plusieurs types de récompenses comme on peut voir à la Gamescom par exemple, ou est-ce qu'il y a juste une récompense avec les 3 meilleurs? Non, souvent c'est assez léger. Il y a parfois des catégorisations. Je sais qu'à Ludinor et à Paris Ludique, je pense, ils font une distinction il y a un prix expert, un prix familial et un prix jeu pour enfants. Ce qui permet aussi pour un éditeur de se dire j'édite pas de jeu pour enfants, je vais pas m'intéresser à ce prix-là parce qu'il m'intéresse pas. Et après, non, autrement, c'est assez léger. Moi, je ferais vraiment une distinction entre les protozones où c'est un prix du public et les quelques protozones, et on va mettre les concours avec, puisque le CNJ, il n'y a pas de festival, le club, donc c'est uniquement un concours où c'est un jury qui va attribuer les prix, qui pour moi fait une assez grosse différence, parce que les prix du public, ça reste des prix du public. Alors, non pas, l'idée, c'est pas de cracher sur le fait que le public serait nul, parce que les gens, à la fin, c'est des gens qui achètent des jeux, donc ils sont parfaitement aptes à juger les jeux. Mais c'est je trouve des prix qui prennent en compte d'autres éléments qui sont pas forcément intéressants pour les éditeurs. Typiquement, si un auteur il explique très bien son proto, que son proto il joue de 3 à 8 joueurs, que ça dure 10 minutes et qu'il y a un thème un peu rigolo et qu'il a fait de l'impression 3D, on revient au moment où ton proto est très joli. Il va sûrement plus facilement gagner un prix du public, là où un proto un peu moche et l'auteur il est brillant mais pas très sympa, va peut-être galérer sur cet aspect-là, alors que peut-être que son jeu était plus intéressant pour la plupart des éditeurs. Oui, il y a un côté très humain aussi là-dessus qui joue énormément. Et je te rejoins pour dire que effectivement, c'est pas parce que le public est le dernier acheteur et pourtant on pourrait penser que c'est ce qui est le plus intéressant, qu'il a forcément le plus raison. Parce on est très souvent sur un festival, et c'est ce qu'on disait dans un des épisodes, très excité par le fait de jouer à un jeu lorsqu'il est présenté, mais moins enclin à l'acheter après en boutique quand on le revoit. Parce qu'il y a peut-être un effet d'effervescence qui est présent, qui sera plus là lorsqu'on est chez soi à jouer au jeu. Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça. Ok. Mais dans tous les cas, gagner un concours de proto ou être dans typiquement le club qui sélectionne 10 jeux à la fin avant de le présenter aux éditeurs, c'est une belle reconnaissance, c'est une belle mise en avant qui permet à pas mal de jeux d'être édités. Si je regarde, du coup, je suis toujours sur le site du club puisque j'ai ouvert la page pour retrouver la date d'existence. Si je vois un peu les trucs qui sont passés, il y a vraiment des jeux qui sont devenus maintenant des classiques, quoi. Là, je cite Abalone, Quarto, Formule D, Les Dragons du Mekong, Mare Nostrum, Tokaido, Quadropolis, Not Alone. Tout ça, c'est des jeux qui ont gagné ou qui ont été dans le top 10 de Boulogne-Billancourt et qui après ont été édités vraiment avec succès pour cela en plus, quoi. Oui, clairement, oui. D'accord. Là, on parle vraiment de futurs hits quasi qui passent par le CNJ. Mais du coup, quand le CNJ, c'est une présentation purement sur dossier. Est-ce qu'on fait appel à l'auteur pour présenter le jeu ou il envoie juste son truc avec les règles et le reste et c'est le dossier qui gagne directement? C'est d'abord sur dossier. Ensuite, quand le dossier passe donc à la lecture des règles, je crois qu'ils en sélectionnent une centaine qui vont faire jouer aux adhérents du club, qui vont venir jouer, qui sont motivés, qui vont juger un peu tous ces protos. Et à partir de ça, ils en sélectionnent une dizaine, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est un jury qui est souvent composé plutôt de professionnels du monde du jeu ou de gens qui sont actifs vraiment forts dans le monde du jeu en tout cas. J'ai eu la chance d'en faire partie l'année dernière. Et là, toujours sans savoir qui est l'auteur, c'est anonyme du début jusqu'à presque la fin. Nous, on a joué à ces jeux, à tous les jeux, on a discuté, on a débattu, on a remis des prix dans ce cadre-là. Et ensuite, les auteurs avaient la possibilité de venir sur un week-end pour recevoir éventuellement leur prix, nous rencontrer, avoir le retour, discuter, etc. avec le jury, et ensuite faire des présentations publiques pour qu'ils aient le retour et puis le plaisir de présenter leur jeu qui était déjà en plus assez mis en avant au public qui était présent pour ce week-end. D'accord, donc il y a un truc vraiment
plus sur le CNJ plutôt que sur les proto-zones, voire les récompenses type PEL, mais sans vouloir les oublier non plus, ça reste quand même une bonne source de mise en avant et une bonne source de prospection du côté auteur. Ah, 100%. Vraiment participer à un concours, c'est un bon moyen de mettre un peu le pied dans la porte et puis de rencontrer des éditeurs, rencontrer des potes co-auteurs, se confronter un peu à cet univers-là quand on ne connaît pas. Le club, le CNJ, c'est un peu la Rolls-Royce des concours, quoi. Moi, régulièrement, je me dis faudrait que je participe au concours de proto du club un jour parce que ça me ferait plaisir de le faire. Alors que j'ai plus spécialement besoin de cette mise en avant parce que je connais les éditeurs, mais juste parce que c'est tellement bien fait que ça me ferait plaisir de le faire. Pour rester sur comment se donner les meilleures chances de contact, il y a encore deux arguments, enfin deux façons de faire qu'on a notées et dont on n'a pas encore parlé. Il y en a une dont on parle beaucoup depuis le début de l'émission, qui est le co-autorat. Mais alors, qu'est-ce que vraiment le co-autorat quand on parle de ce côté trouver un éditeur, c'est-à-dire envoyer un mail un peu à la vas-y je te pousse, hey, ça te dirait de faire un jeu avec moi, toi auteur super connu qui a fait des milliers de jeux et qui est très connu dans le milieu, moi petit nouveau qui connais personne, c'est vraiment aussi bête que ça? Ça se passe quand même rarement comme ça. D'accord. Après peut-être avec d'autres auteurs, moi je sais que j'ai pas tant que ça, mais j'ai quelques demandes de cet acabit et généralement j'y réponds pas par la positive parce que j'ai pas le temps et que ça me donne pas spécialement envie. Par contre, je peux rencontrer quelqu'un sur une proto-zone ou sur un festival, discuter un peu, sympathiser, et puis après se dire tiens, faudrait qu'on essaye de faire un truc ensemble. Là, dans les exemples très concrets et sans que je sache ce que ça va aboutir, mais je sais qu'à Cannes, j'ai rencontré un jeune auteur qui avait fait son premier jeu et que j'avais bien aimé. Je lui ai juste dit j'ai joué à ton premier jeu, il est cool, bravo, c'est chouette. Il m'a dit à l'occasion, il faudra qu'on en discute et qu'on fasse un truc ensemble. Et j'ai rendez-vous avec lui demain pour discuter, de voir si on va trouver un truc à faire ensemble. Et peut-être que la réponse sera non. Mais là, c'est vraiment le contact, il était vraiment naturel. Il y a un espèce de truc dans le co-autorat où je pense qu'il faut que ça se passe un peu comme quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu dragues quelqu'un, en fait. Si j'envoie un message à Sharon Stone lui disant... j'ai des références de vieux. Mais, si j'envoie un message à Sharon Stone lui disant « Salut, je vous trouve magnifique, ça vous dit, on sort ensemble », ça marchera jamais. Si par contre je la rencontre sur un magnifique festival de cinéma et qu'on discute un peu et qu'après je la demande comme amie sur Facebook, peut-être qu'à la fin ça pourra aboutir à une belle relation. Oui, effectivement, j'aime bien cette approche. Je connais le cas de Catala et de Florian Sirex sur le jeu Imaginarium, où effectivement Florian travaillait seul sur le jeu à la base. Il avait vu Catala je crois que c'était en proto qu'il avait testé le jeu ou qu'il avait vu le jeu. Il lui avait fait des retours de règles et en fait, au fur et à mesure, ils se sont eus par mail. Florian lui envoyait des mails régulièrement pour dire hey, j'ai revu un peu les règles, qu'est-ce que tu en penses, machin et tout. Et de fil en aiguille, en fait, il lui est venu à proposer écoute, t'as tellement bossé dessus avec moi, est-ce que ça te dirait pas d'être co-auteur nommé avec moi sur le jeu? Et finalement, c'est là où c'est devenu un jeu en co-autorat. Mais c'est intéressant en fait, et je trouvais la démarche ultra jolie en fait, parce que t'as ce côté mise en avant du nom d'un nouvel auteur avec un auteur quand même qui a de la bouteille. Et finalement, ça s'est fait très naturellement. Bon, j'imagine qu'il y a aussi la part contrat derrière et comment ça fonctionne. On en reparlera plus tard, mais je trouve que l'histoire est assez humaine et assez jolie et je trouve ça assez intéressant. Tout à fait, et c'est presque toujours des histoires de cet acabit. En tout cas, moi de mon côté, c'est vrai que j'envisagerais pas de faire du co-autorat avec quelqu'un dont je ne connais pas ni la personnalité ni le travail. C'est vrai que ça peut m'arriver de me dire tiens, il y a machin, j'ai bien aimé, ou machine d'ailleurs, j'ai bien aimé son boulot. Là, typiquement, si l'autrice de Wingspan m'envoie un mail disant j'ai bien aimé Nagaraja, ça te dit on fait un truc ensemble, je répondrai oui, même si je la connais pas, parce qu'au travers de son boulot, j'ai envie de travailler avec elle d'une certaine manière. Mais autrement, c'est vrai que c'est plutôt des histoires humaines à la fin de on s'est rencontrés, on a sympathisé d'une manière ou d'une autre, des fois même pas physiquement, ça peut être que des rencontres en ligne, des échanges de mails, etc. Et puis tiens, on peut essayer de faire un jeu ensemble, et puis des fois ça marche, quoi. Le deuxième point qu'on avait noté et du coup qui pour moi est complètement inconnu, je savais même pas, enfin je me doutais que ça pouvait exister, mais je savais pas que ça existait vraiment en fait. C'est les agents pour trouver des auteurs. Ouais, alors il y en a très peu, puisqu'en France il y a, j'allais dire principalement, mais en fait je crois qu'il y a uniquement Forge Next, qui est une petite entreprise qui est gérée par Gaëtan Bojano, qui est connu dans le paysage ludique, entre autres parce que c'est le co-auteur de Alain Rivollet sur Concept. Et du coup, l'idée de Forge Next, c'est de proposer un service de présentation des prototypes pour les auteurs qui n'auraient pas envie ou pas le temps, ou pour n'importe quelle raison, envie de faire tout le démarchage qu'on a déjà un peu évoqué. Et à ce moment-là, en fait, assez simplement, alors pareil, il y a une sélection, ils prennent pas n'importe qui, puisqu'autrement ça serait pas terrible pour tout le monde. Mais en gros, Gaëtan et Martine
qui est son épouse et qui l'accompagne sur la plupart des festivals, vont avoir un catalogue de jeux de différents auteurs qu'ils vont avoir préparés. Ils vont avoir les protos comme quand nous on prépare les protos. Ils vont avoir accompagné les auteurs pour essayer de pousser les prototypes peut-être un peu plus loin que ce qu'ils étaient quand ils ont été présentés à Forge Next. Et eux, ils vont s'occuper de faire le démarchage des éditeurs, de prendre les rendez-vous, de montrer les protos, d'envoyer les print and play ou les protos au besoin, et puis d'accompagner jusqu'à la signature. D'accord, mais on a du coup, moi, auteur inconnu, c'est difficile du coup de passer par eux. Il faut quand même avoir une petite renommée, il faut peut-être avoir fait un jeu avant, ou alors avoir le proto qui fait l'affaire. Ouais, avoir le super proto, ça va forcément aider, mais même aujourd'hui, je pense qu'ils ont suffisamment de place et suffisamment d'expertise pour accepter pas mal de monde. Et au contraire, tu vois, typiquement, moi, je bosse avec Gaëtan et avec Martine sur d'autres projets avec plaisir, mais j'ai pas d'intérêt à être un auteur affilié Forge Next parce que mes protos, je sais comment les présenter, j'aime bien le faire, j'ai le réseau, etc. Et je les tissais sans trop de difficultés. D'accord. Si par contre, tu vois, genre, je dis n'importe quoi, mais vous avez un boulot super prenant, vous pouvez jamais faire les festivals, tourner une vidéo, envoyer des mails, c'est vraiment complètement hors de propos parce que c'est trop long. Mais par contre, faire des protos le week-end, c'est un vrai plaisir et vous avez un truc chouette. Forge Next, ils sont parfaits pour ça parce que eux, ils vont vraiment assumer tout ça avec brio et ils vont présenter sur les festivals. Passons on va revenir un tout petit peu, on en a parlé dans l'épisode d'avant, mais sur le fait de choisir un petit peu son éditeur en tant qu'auteur, hein, parce qu'on a aussi ce choix-là, hein, on en a parlé. Il y a 2-3 questions qui me sont venues entre-temps et qui sont peut-être un peu plus techniques que le simple fait de se dire je vais aller chez Gigamic parce que c'est plus un party game et ça leur fait partie un peu de leur ligne éditoriale ou ce genre de choses. Mais en tant qu'auteur, on a envie de vendre son jeu, on a envie qu'il soit connu, on a peut-être envie même de gagner de l'argent, soyons fous. Mais l'idée, c'est de se dire que le métier d'éditeur, c'est un métier complexe qu'on connaît pas forcément très bien. On pourra peut-être en discuter plus en amont dans un prochain épisode, plus en amont dans l'idée. Mais du coup, qu'en est-il de regarder l'éditeur et sa situation financière et sa situation sur le marché? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est difficile? Et éventuellement, voire même de lui poser des questions, d'aller dans les marchages quand on voit que ça a pris. Comment tu le ressens par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà eu des freins par rapport à un éditeur où tu savais que c'était peut-être un peu délicat, sans forcément donner de nom, mais juste pour avoir l'idée? Clairement, le premier truc qu'il faut avoir en tête, j'ai l'impression que je vais dévoiler un secret aux éditeurs, mais je pense qu'ils s'en ont tous très bien conscience, mais c'est les auteurs, on parle entre nous. Donc typiquement, si je me dis ah tiens, ce proto, je l'aimerais bien le montrer à un tel éditeur, et j'hésite un peu parce que je les connais pas, je vais regarder un peu, ah tiens, ils ont édité un jeu de machin ou de machine que je connais un peu, je lui envoie un message disant hey, salut, j'ai vu que tu avais bossé avec un tel, ça s'est bien passé, c'était cool, leur contrat il est chouette, comment c'était quoi? Et donc il y a déjà pas une liste noire des éditeurs avec qui je veux pas travailler ou qui circuleraient chez les auteurs ou quoi que ce soit, on n'en est vraiment pas là. Mais c'est vrai que des fois j'ai contacté des gens, ils m'ont raconté que leur expérience s'était un peu, voire très mal passée. Et je me suis dit, ok, je monte pas mon proto à cet éditeur parce que si ça s'est mal passé pour Bidule, ça se passera peut-être mal pour moi et j'ai pas envie que ça arrive, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Mais là, on est sur la qualité de travail. On n'est pas forcément sur le côté. On se dit que l'éditeur aura peut-être du mal à passer l'hiver sans vouloir être méchant, mais bon, on sait que j'ai pas d'exemple en tête, mais se dire, ok, on voit que cet éditeur a pas vendu, enfin son dernier jeu a pas fait le carton qu'il voulait. On voit que ça peut peut-être être un peu branle-ballant. Est-ce que du coup, oui, j'imagine que du coup on va peut-être moins y aller parce qu'on sait que son jeu il va peut-être rester dans les tiroirs et même pas sortir du tout et être bloqué par un contrat. Ouais, clairement. Il y a à la fois le côté les mauvais payeurs, on les connaît pour le coup, parce que pareil, les auteurs se gênent pas à en parler, et donc on sait les gens qui payent pas bien, voire qui payent pas leurs auteurs, et donc là, clairement, il y a une impossibilité de bosser avec ces gens-là qui est extrêmement forte. Hein. Jamais je vais présenter mon proto à des gens qui payent pas leurs auteurs, quoi, c'est sûr et certain. Et après, sur la stabilité financière, c'est un truc qui se ressent quand même un peu, je pense un peu pour tout le monde. Et c'est vrai que j'aurais tendance, moi, on y reviendra après sur les délais de publication quand on parlera un peu des contrats, mais à vraiment très difficilement signer un contrat sur du très long terme avec un éditeur qui est pas très très installé. Si demain il y a un gros éditeur qui me dit j'ai trop envie de faire ton jeu, mais mon planning il est un peu bouclé, ça sortira pas avant dans 2 ans et demi,
clairement, ça va m'embêter un peu, mais je vais sûrement le faire et c'est pas grave. Si c'est un nouvel éditeur que je connais pas bien, qui est pas forcément parfaitement installé, qui est encore un peu en création de ligne éditoriale, je vais pas forcément accepter un contrat qui sera sur du très long terme. Si le jeu va sortir l'année d'après ou 6 mois plus tard, à fond, et moi je suis vraiment le premier à me dire tiens, j'ai envie de bosser avec des éditeurs un peu nouveaux pour voir comment ça va se passer et laisser une chance un peu à tout le monde parce que c'est cool et que ça fait des belles expériences éditoriales. Mais il faut pas que l'éditeur me promesse un truc pour dans vraiment longtemps parce que là, il y a une prise de risque que je suis pas prête à accepter. D'accord. Et est-ce que, du coup, tu l'as un tout petit peu abordé, mais est-ce que sur les nouveaux éditeurs, on a peut-être, alors là, on en parlera peut-être plus dans le côté contrat, mais encore une fois, mais on le dit beaucoup. Mais est-ce que sur les nouveaux éditeurs, il y a comme il y a parfois des envies de choper des jeux, de choper peut-être des auteurs plus connus que d'autres, ou ce genre de choses, de mettre plus dans la balance en disant, OK, je signe chez moi, je te paierai plus, ou je te mettrai plus en avant, ou je sais pas quels sont les leviers, mais et peut-être même une envie de se dire, OK, c'est un nouvel éditeur, je vois qu'il se lance, j'ai envie de l'aider un peu, j'ai envie de signer chez un autre éditeur, voir comment ça peut se passer. Est-ce qu'il y a aussi ce côté nouveau versus ancien qui est peut-être qui pèse dans la balance? J'ai peut-être pas assez de bouteilles, mais je l'ai jamais vécu moi pour le coup. Les contrats sont quand même assez normalisés. Alors il y a des variantes qu'on évoquera dans cet épisode qu'on vous tease depuis des épisodes et des épisodes. Mais il y a des petites variantes sur les taux, les royautés, etc. Mais globalement, c'est quand même souvent assez similaire. Le seul truc qui change, c'est que moi, je vais plus facilement accepter d'avoir une petite avance sur royauté ou pas d'avance sur royauté. Plutôt une petite que pas d'ailleurs. J'accepte plus de pas avoir d'avance de royauté. Mais je vais plus facilement accepter d'avoir une petite avance sur royauté chez un éditeur qui se lance et qui n'a pas forcément la trésorerie d'un gros éditeur. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont parfois plus simples que d'autres parce que, alors pas forcément sur la négociation, mais sur la façon de présenter un jeu? Est-ce qu'il y en a qui sont plus... J'imagine que c'est un côté très humain aussi, donc c'est peut-être difficile à dire, mais on en revient en fait à bien choisir son éditeur par rapport à son jeu. J'imagine que quand t'as bossé avec un éditeur et que ça s'est bien passé, que ton jeu est sorti et tout ça, t'as peut-être plus de facilité à rebosser avec lui derrière, mais par moment, tu peux peut-être avoir un meilleur contact ailleurs ou se dire, bah tiens, cet éditeur, c'est vraiment quelqu'un que j'aime, enfin, c'est un endroit où j'aimerais vraiment bosser avec mon prochain jeu. Je vais peut-être forcer plus la présentation chez lui. Je sais pas si tu vois exactement ce que j'essaie de dire là. Ouais, si, clairement. Je pense que je vois et à 100%. Moi, je sais qu'il y a... Et c'est marrant parce que j'en ai reparlé aujourd'hui même sur un proto qu'un éditeur a refusé qui là va sortir bientôt et je repensais au retour que l'éditeur qui avait refusé le jeu avait fait. Et c'est un éditeur avec qui j'aurais du mal à bosser aujourd'hui et j'aurais du mal à présenter mes prototypes à cet éditeur. Non pas qu'il fasse du mauvais travail, parce que je trouve que c'est un très bon éditeur. Non pas que j'apprécie pas les personnes derrière, puisque c'est des personnes avec qui je discute avec grand plaisir, mais parce que dans leur relation de travail et de présentation des prototypes, à chaque fois ils mettent un peu du temps, ils sont un peu désagréables, j'ai pas forcément des retours, c'est toujours un peu compliqué de discuter avec eux. Et typiquement, c'est des petits détails, mais qui fait que ça sera pas un éditeur avec qui, à qui je présenterai un proto directement ou avec qui je me dirais ah grave, il faut absolument que je voie mon proto à lui ou elle en premier parce que ça va être trop bien quoi. Mais du coup, c'est bizarre parce que il y a un côté très humain en fait dans tout ça et la personne que tu as eu un jour chez l'éditeur va peut-être ne plus être là demain, changer de boulot et ainsi de suite, ou alors avoir une personne supplémentaire et du coup il y a peut-être aussi ça qui va changer. Je sais que les responsables tournent beaucoup entre chaque éditeur parce que parfois on a envie de changer de boîte tout simplement, mais du coup ça peut peut-être aider aussi cette démarche là dans l'idée quoi. Ouais, ça peut aussi aller dans ce sens-là. Typiquement quand j'ai signé SOS Dino avec Loki, c'est parce que j'avais rencontré Aurélie qui était chef de projet chez Loki et chez Yellow quand elle bossait encore pour Abeille Édition. Et on avait un peu sympathisé et c'était chouette. Et donc, clairement, à un moment, quand elle m'a dit je cherche des jeux pour enfants et qu'on a commencé à bosser sur SOS Dino avec Ludo, c'était clair qu'on avait envie de lui présenter parce que c'était chouette. Et là, il s'avère qu'elle est partie et que maintenant elle est en freelance, mais qu'elle bosse principalement pour Loki quand même. Mais c'est clairement une source de motivation à présenter des protos à Loki, c'est Aurélie, ça s'est bien passé, c'est une chouette personne, c'était chouette. Si demain elle m'annonce qu'elle change de boulot et qu'elle va bosser avec, je vais pas donner de nom au cas où ça arrive parce qu'après on va croire que j'étais Nostradamus, mais si elle change d'éditeur et qu'elle bosse pour un autre éditeur un jour, le fait que ça soit elle me fera présenter plus facilement mes protos à ce nouvel éditeur parce que
c'est toujours la personne que j'aime bien en fait. Et ça, clairement, c'est important. Et c'est amusant parce que du coup, on a un côté, on en revient à ce côté très humain et très social. Premier aspect qu'on a abordé dans l'émission d'avant sur le côté présenter son proto, c'est être très social et être très proche finalement des gens et savoir discuter et avoir cette relation. Et du coup, on voit que quoi qu'il arrive, c'est extrêmement important parce que ça peut ouvrir des portes assez intéressantes sur un éditeur spécifique. Une dernière question avant de terminer l'émission. Est-ce qu'il arrive, parce que je sais que dans le milieu du bouquin, ça arrive très régulièrement, mais d'avoir des commandes d'un éditeur. Un éditeur qui vient te voir, qui dit bah voilà, j'aimerais un jeu pour enfants de ce type de mécanique. Est-ce que tu te sens de le faire sous un délai de tant de temps ou pas du tout? Ça arrive pas mal, et c'est d'ailleurs un de nos travails chez Kaedama, pour le coup. Nous, vraiment, une de nos missions, c'est de répondre aux demandes des éditeurs qui veulent faire des jeux de commande. Et on en a fait plusieurs dans ce cadre-là, que ça soit à partir d'une licence, effectivement d'un petit cahier des charges, voire même du matériel. Typiquement, si je dois prendre un exemple, quand on a fait Draftosaurus, c'est parce que Ankama avait déjà les outils pour faire les meeple dinosaures qu'ils avaient utilisés dans un autre jeu qui s'appelle Dino Party. Et à un moment, nous, on leur a dit on adore les dinosaures de Dino Party, ils sont vraiment trop mignons et vraiment ils sont très chouettes. Et ils nous ont dit on a les outils pour le faire, allez-y, faites un jeu avec quoi. Et donc on avait notre commande qui était faire un jeu qui utilise des meeple dinosaures. On savait combien on pouvait en mettre dans la boîte, on savait à quoi ça allait ressembler, et c'était un peu notre cahier des charges de départ, quoi. Ah, c'est marrant. Ok, d'accord. Je pensais pas que c'était aussi courant que ça en fait. Je pensais qu'il y avait qu'une démarche montante, mais du coup il y a aussi une démarche descendante de l'éditeur vers un auteur spécifique pour une demande. Un petit peu, et puis il y a un vrai truc aussi on revient un peu sur de l'humain, mais je sais que dans un sens comme dans un autre, moi ça peut m'arriver de me dire ah tiens, je vais prendre un vrai exemple, j'aime beaucoup les jeux de Hong Games, l'éditeur japonais qui a fait entre autres Insider, Fake Artist Goes to New York et Deep Sea Adventure, auxquels la plupart des gens ont joué. Et je sais que en fait, cette gamme-là, j'ai envie de faire un jeu dedans parce que je la trouve trop belle, que j'adore leur boulot. Et donc je leur ai déjà envoyé un mail disant si vous cherchez des trucs pour cette gamme, un peu plus spécifique que juste on cherche des jeux, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de m'y pencher. Et dans l'autre sens, ce qui n'est pas arrivé là, parce que c'est pas eux qui m'ont contacté, mais ça nous arrive des fois d'avoir des messages d'éditeurs qui nous disent regardez, on a fait une gamme jeu d'ambiance qui ressemble à ça, elle marche bien. Si jamais tu as un jeu qui peut rentrer dedans, n'hésite pas à me le présenter parce que ça me fera plaisir. Et ça peut être moi un vecteur de lancement de création, quoi. De se dire tiens, je sais que un tel cherche un jeu pour son format petite boîte à 22 €. Ok, je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait rentrer dedans, ou je vais retravailler un proto pour qu'il corresponde bien, et après je leur présenterai en sachant qu'il y a un peu une demande à ce niveau-là. C'est génial. Je pensais pas que c'était aussi ouvert en termes de créativité, et je trouve ça vraiment génial en fait comme idée. C'est qu'une fois que t'as quand même un pied dedans, t'as quand même vachement plus de possibilités de contacter les gens, revenir, qu'on te demande des choses, et je trouve ça vraiment fantastique. Ok, on arrive sur la fin de cette émission. Je vais un petit peu résumer comme d'habitude ce qu'on s'est dit. Donc encore une fois, dans l'idée de démarcher des éditeurs, pensez au festival. Encore une fois, c'est un gros moment de partage. Les protozones, pas hésiter à faire justement les protozones, à y aller, à présenter ses jeux sur dossier ou pas, participer aux différents concours qu'il peut y avoir, éventuellement contacter des agences si besoin pour pouvoir présenter tout ça et avoir même des premiers retours des agents qui connaissent déjà mieux le marché lorsqu'on n'est pas lancé. Bien se renseigner sur les éditeurs, et je pense que là-dessus c'est pas difficile non plus de le faire avec à l'heure de Google, se regarder un peu quel type d'éditeur on peut aller. Alors pas forcément comment ils travaillent avec les gens, mais même là-dessus, je suis sûr qu'on peut trouver des informations assez rapidement sur le net, savoir si un éditeur est plus difficile ou pas en termes de relations de travail. Merci à toi Théo pour cette émission, encore une fois, pour ton savoir, pour ton partage sur le sujet. Et merci à toi, c'était un grand plaisir comme d'hab. Prochaine émission, on l'a teasé depuis le début, je crois qu'on en a parlé dès la première émission, mais on arrive enfin à la prochaine émission qui va parler du contrat, de la signature, de la négociation. On va parler de sous, et ce sera moins facile que le reste. Clairement, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent, donc attendez-vous à des secrets. Ouais, il faut le faire, on le prendra à bras le corps, et j'ai plein de questions dessus, comme tu le sais. Ça va être bien. Ok Théo, je te remercie, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, créez bien, jouez bien, et puis autre chose à dire, non, je pense pas, c'est déjà pas mal, non ? Moi non, c'est bien, des bisous. Ciao.